Bonjour et bienvenue à l'émission Rhizome. La Corporation de développement communautaire de l'érable est fière de vous présenter cette deuxième saison de Rhizome, une émission qui porte sur la transformation sociale. Cette année, c'est une série de 6 émissions que nous vous présentons. D'entrée de jeu, nous aimerions remercier la Ville de Plessisville qui a renouvelé son soutien financier pour cette série, sans qui elle ne serait pas possible. L'émission Rhizome met en lumière et en valeur l'expertise collective de transformation sociale, donc un processus de changement systémique, intentionnel, qui traite les symptômes, mais aussi les causes profondes des inégalités. Tout ça dans un but, entre autres, d'améliorer les conditions de vie des gens dans une perspective de justice sociale et d'inclusion. Aujourd'hui, notre émission porte sur l'accompagnement en fin de vie. Un grand sujet très large dont nous aurons l'occasion de parler avec nos deux invités du jour, Mme Marie Leblanc, présidente de la Fédération du mouvement Albatros du Québec et bénévole très engagée à Albatros Boisfranc-Érable. Bonjour Caroline. Bonjour. Et Mme Nancy Godbout, directrice générale d'Albatros Boisfranc-Érable. Bienvenue, mesdames. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que Albatros, le mouvement Albatros ou les Albatros Boisfranc-Érable? Essentiellement, Albatros a été créé il y a plus de 30 ans et on est là pour accompagner les gens qui vivent les derniers instants de leur vie ou les gens gravement malades. C'est important de le mentionner parce que des fois, les gens disent « Ben oui, mais je ne suis pas en fin de vie », mais les gens malades ont aussi accès à nos services. Donc, nos services sont disponibles dans l'érable, comme on le dit, Boisfranc-Érable. Donc, depuis qu'il y a eu une fusion, il y a de cela 2016. 2016, oui, ça fait un bout de temps quand même. Donc, les services ont été regroupés et notre bureau est à Victoriaville, mais on dessert toute la région Boisfranc-Érable. Donc, essentiellement, c'est vraiment d'accompagner les gens tout au long de cette fin de vie-là, des derniers moments de leur vie, dans le fond. Les dernières étapes. Les dernières étapes, parce qu'on préfère rentrer tout de suite chez les gens pour pouvoir les accompagner dès même le diagnostic. Alors, on ne peut pas dire juste que c'est la fin de vie, parce que c'est souvent les soins palliatifs, ça peut durer quelques années, même quelques mois. Alors, on développe des belles relations avec ces gens-là. Oui, puis gravement malade, c'est pas nécessairement non plus en fin de vie, comme vous disiez, donc il y a aussi cet accompagnement-là. Finalement, c'est pour que personne ne soit seul dans ces moments plus difficiles. C'est notre fondatrice, Sœur Perlberg, de Trois-Rivières en 1980, qui faisait beaucoup d'accompagnement seule. Et elle a réalisé qu'il y avait trop de gens qui mouraient seuls. Alors, Albatros est né de Sœur Perlberg et c'était pour que plus personne ne meure seul. C'est un peu notre leitmotiv, oui. Ouais. Puis, en fait, vous avez aussi, vous disiez, on va chez les gens, mais je pense qu'il y a aussi d'autres endroits où vous accompagnez. C'est pas juste à la maison. Oui, on accompagne dans différents milieux. Dans le fond, on a beaucoup de bénévoles qui œuvrent à la Maison Marie-Pagé. On a beaucoup de bénévoles qui œuvrent à domicile, directement chez les gens, en CHSLD aussi, en RPA aussi, qui est comme un peu un domicile. Puis, on a 2 autres services aussi au niveau de l'accompagnement transport et de l'accompagnement au deuil. Et j'en profite juste pour éclairer les gens. Souvent, le nom Albatros et la Maison Marie-Pagé sont identifiés comme étant une seule entité, mais non, c'est vraiment 2 entités. Alors, la Maison Marie-Pagé a son conseil d'administration, Albatros a son conseil d'administration, mais ce sont des membres Albatros qui ont cofondé la Maison Marie-Pagé et ce sont les bénévoles Albatros qui sont formés par Albatros qui vont œuvrer à la Maison Marie-Pagé comme bénévoles. C'est la différence, vraiment. Là. C'est un lien. Puis en même temps, ça a été une transformation sociale d'amener ce type de maison sur le territoire. Exactement. Et ça fait 10 ans cette année que la Maison Marie-Pagé est là. Puis que ça fait 10 ans que nos bénévoles vont à la Maison Marie-Pagé. Oui. On marche main dans la main avec eux. Oh, on est intimement liés. Hein? Exact. Oui. Mais souvent, les gens connaissent peu nos autres services. Donc, c'est ça qui est important de mentionner, c'est qu'on accompagne aussi à domicile. Et là aussi, on veut faire un autre type de transformation sociale, si on veut, c'est qu'on veut ajouter un autre milieu. On veut être plus présent à l'hôpital aussi, au niveau des soins oncologiques et des soins palliatifs. Donc, en oncologie, on le sait qu'on n'est pas nécessairement en fin de vie, mais on réalise que les gens ont besoin à ce moment-là parce qu'ils font quand même un bilan sur leur vie. On s'entend quand on a un diagnostic de cancer, on peut avoir besoin d'en parler, on peut avoir besoin d'une écoute. Puis, il y a trop souvent des gens qui vivent ces traitements-là de façon seule, ce qui est très triste, là. Ou qui ne souhaitent pas nécessairement
tout livrer, ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent à leur famille ou à entourage pour alourdir peut-être la situation. Exactement. C'est comme un peu voyager en avion. Hein? Parfois, la personne qui est à côté de nous, on va compter notre vie au complet dans les détails les plus intimes. Puis c'est un étranger, on sait que ça ira nulle part. Alors, c'est la même chose pour le bénévole. On est étranger, puis c'est clair que c'est très, très confidentiel. C'est tout ce qu'on apprend de la personne. Alors, ça reste avec nous. Parlant de bénévolat, dans le fond, Albatros est issu du bénévolat. C'était qu'un groupe de bénévoles qui portait l'organisation depuis 30 ans. Oui. Il y a eu une grande transformation dans l'organisation du mouvement Albatros. Oui, absolument. C'était, et je veux vraiment souligner Nicole Cloutier, qui a vraiment apporté Albatros à bout de bras avec les comités qu'elle avait pendant 27 ans. Oui. Et c'est en 2020 qu'on est devenu un organisme en fait, 2018, on est devenu un organisme à but non lucratif. Et en 2021, on a été reconnu par le ministère comme un organisme communautaire. Et là, on a fait une première demande de financement, ce qui a vraiment, vraiment fait un énorme virage. Alors, ça nous a permis, avec ce financement-là, d'avoir une permanence et d'avoir des employés extraordinaires. Alors, on a commencé avec une employée, après une deuxième s'est greffée, puis maintenant, on a 3 employés. Tout le monde est à 3 ou 4 jours semaine. Et ça fait vraiment une grosse différence dans l'essor de nos services. Depuis 2021, on a beaucoup plus de demandes d'accompagnement. On est plus présent au niveau du deuil. On se disait, c'est bien beau accompagner les gens jusqu'au bout, mais après, ceux qui restaient, eux, ils tombaient sans ressources un petit peu, tu sais, à moins d'aller voir un psychologue ou des choses comme ça, mais on s'entend que c'est pas à la portée de tous. Fait qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour les gens qui restent? Parce qu'on dit, on accompagne les gens qui vivent les derniers instants de leur vie et leurs proches. On dit toujours ça, mais on accompagnait les proches jusqu'à la fin. Mais après, on n'était plus là. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et on a fait former des accompagnatrices au niveau du deuil avec la méthode Montbourquette. Donc, ce sont des gens formés qui sont là pour aider les gens qui s'inscrivent à évoluer à travers leur deuil, à avancer, à cheminer. Puis on voit, ma foi, beaucoup de belles réalisations. Les gens sortent de là vraiment grandis et se disent « Oh mon Dieu, je pensais que mon deuil était réglé, mais finalement... » Je suis allée chercher quelque chose de plus, une libération dans mon cœur, des pardons et tout ça. Fait que ça fait une grosse différence. Et si je peux rajouter, ce service-là au deuil n'est pas strictement réservé aux gens qui sont décédés en soins palliatifs ou avec nous comme bénévoles. On l'offre à la population parce que dans la région de Victoriaville, entre autres, il y a déjà eu un service de groupe d'endeuillés, mais il n'y en avait plus. Et ici, dans l'érable, il y en avait un et ce qui était en train de mourir un peu de lui-même. Alors, on a repris ça et maintenant, on a presque continuellement un nouveau groupe qui commence. Un groupe fini, un groupe commence et c'est des groupes de quoi? 6, 8 personnes? C'est ça, entre 4 et 8 habituellement, mais on fait aussi du suivi individuel. C'est important de le mentionner parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne sont pas à l'aise en groupe. Donc, il y a aussi du suivi individuel. Des fois, après 2 ou 3 rencontres, la personne fait « Ah oui, finalement, j'ai le goût de me joindre à un groupe » parce que c'est sûr qu'un groupe favorise le partage, puis on se sent moins seul. Puis, on offre ces services-là aussi dans l'érable aussi, je tiens à le mentionner, parce que des fois, « Ah, faut-tu que je monte à Victo pour me joindre à un groupe? » Mais non, nos accompagnatrices viennent dans l'érable donner aussi ce service-là à la population. Donc ça amène quand même beaucoup de changements. Tu sais, je vous entendais parler, les soins en fin de vie, l'accompagnement au deuil, dans une société où on court après la jeunesse éternelle. Comment on amène ça, cette transformation de mentalité-là pour dire que il faut s'en occuper du deuil, c'est important, et de la fin de vie aussi. Comment on amène ça, cette problématique-là, dans Albatros? Je dirais que c'est par nos formations beaucoup. On donne facilement 2 formations de 36 heures par année, une à l'automne, une au printemps. Et ce 36 heures-là aide vraiment à démystifier la mort, à prendre conscience de ce qu'on peut faire pour les gens quand on a besoin d'accompagner. Et c'est pas nécessairement pour que les gens deviennent
bénévoles. Il n'y a aucune obligation de ce côté-là, mais c'est pour notre cheminement personnel. Moi-même, j'ai perdu mes 2 parents en soins palliatifs. Et j'étais absolument pas équipée pour les accompagner à l'époque, mais j'ai suivi ma formation après. Et là, j'ai pris connaissance des erreurs que j'ai faites à ce moment-là et que je voudrais pas refaire si je devais accompagner encore une personne de mon entourage. Alors, cheminement personnel, c'est déjà une grande transformation sociale. Et les gens qui viennent, bien, après ça, peuvent parler de nos services en toute connaissance de cause, là. Puis vous avez dit, bon, on va en RPA, on va dans les maisons individuelles, évidemment, familiales, mais travailler avec d'autres milieux qui sont peut-être pas nécessairement chez les personnes directement, ça implique de travailler en réseau. Comment vous avez travaillé ces réseaux-là? Comment vous avez ouvert des portes en CHSLD, en RPA? Oui. Bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé faire des représentations, on a appelé, on a dit, on pense qu'on pourrait vous aider dans vos milieux, donc on est allé rencontrer les gens. C'est souvent les techniciennes au loisir dans les RPA qu'on a rencontrés. Et là, on a parlé d'un petit protocole qu'on pourrait faire entre nous, comment ça pourrait se passer. Des fois, on a fait des essais, des fois, on a fait des erreurs. Finalement, c'est pas comme ça optimalement qu'on pourrait aider le plus de gens. Fait qu'on s'est réajusté et tout. Aussi, on fait beaucoup d'appels. Tu sais, j'ai fait des appels des fois au CLSC, au TS pour dire, écoutez, êtes-vous au courant que nos services existent? On peut aider encore plus. On a beaucoup de bénévoles, tu sais, qui attendent, ils ont hâte d'accompagner des gens. Puis des fois, le téléphone ne sonne pas assez. Fait que dans ce temps-là, on fait encore plus pour se faire connaître. Récemment, d'ailleurs, j'avais fait un appel au CIUS parce que j'ai dit, je veux parler au plus de monde possible du CIUS parce que, tu sais, n'importe qui travaille dans n'importe quel département devrait nous connaître parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a besoin de nos services. Tu sais, on vit tous des deuils, on vit tous des choses qui sont pertinentes à recevoir nos services, si je peux m'exprimer comme ça. C'est un peu mal dit, mais bon. Et j'ai eu la chance de faire une présentation devant 75 personnes qui travaillent au CIUS récemment. Et puis, ça a duré comme 25-30 minutes. J'ai tout expliqué nos services, puis les mains se levaient, puis oh mon Dieu, je savais pas que ça existait. Fait que, tu sais, on essaie d'être présent partout, justement, pour installer des racines dans cette communauté-là, puis dire, bon, ben voici, quand vous aurez besoin de nous, sachez qu'on existe. Et on distribue beaucoup de dépliants aussi, que les gens peuvent ramasser un peu partout. Fait qu'on se dit, ben à force de semer comme ça des graines un peu partout, tu sais, tout le monde va finir par nous connaître. Mais il y a tellement de changements de personnel que c'est à refaire et refaire et refaire. Donc, travailler les réseaux, c'est entretenir les liens, c'est être présent ça, aussi. Exact. Puis venir ici aujourd'hui, c'est aussi encore une façon de travailler ensemble à créer. Qu'est-ce que ça a changé dans vos pratiques ou par rapport à votre mission, le fait d'être structuré, d'avoir mis sur pied peut-être, ou d'avoir la chance d'avoir une équipe permanente aussi pour aider? Bien, premièrement, ça a dégagé énormément les bénévoles, comme le conseil d'administration. Avant, tout le monde se donnait à corps et âme, mais là, ça nous a permis de relaxer un peu plus et de orienter stratégiquement où est-ce qu'on voulait aller. Entre autres, on a fait une planification stratégique en 2023 et c'est merveilleux maintenant. Pour les 3 prochaines années, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait comment on veut le faire et par quels moyens passer. Alors, ça nous a vraiment beaucoup structuré, le fait d'avoir une permanence. Au lieu d'y aller juste au pif, puis bon, qu'est-ce qu'on fait là? Puis, vraiment, la structure est importante dans un organisme. Et nous, chez Albatros, qu'on n'ait pas beaucoup de bénévoles, qu'on n'ait pas beaucoup de demandes d'accompagnement, qu'on ne fasse pas beaucoup de services, je dis, ça reviendrait au même, mais c'est pas ça notre but. Notre but, c'est de faire connaître, c'est de la transformation sociale qu'on veut faire, c'est aller, on peut vous aider, et puis on veut pas retourner dans les années 50, alors on s'en va par là, puis on pousse vraiment la machine pour pouvoir se faire connaître et aller chercher des services de plus, des endroits de plus. En CHSLD, entre autres, on est là aussi. Et CHSLD, on s'entend, c'est souvent le dernier milieu de vie des personnes âgées. Souvent, ces gens-là sont seuls. Alors, on sait que la durée moyenne en CHSLD est à peu près 14-15 mois. Alors, on va les accompagner. Parce qu'éventuellement, et puis on crée des liens, puis les gens se sentent moins seuls. C'est vraiment important.
Oui, parce que en fait, ça vient un peu à contre-courant de cette société un peu plus axée sur l'individualisme, là. Donc, c'est sûr qu'avoir une alternative qui vient briser l'isolement dans un moment important comme Oui. ça, soit dans une maladie grave ou en fin de vie, j'imagine que ça change effectivement des vies, de ne pas passer ces moments difficiles seuls, puis d'avoir des gens qui nous écoutent sans jugement, sans préjugés aussi, Oui. parce que des fois, ça peut... tu sais, on rencontre toutes sortes de personnes, j'imagine, au niveau de l'accompagnement, toutes sortes d'histoires de vie aussi. Fait que c'est vraiment de le faire avec les Et gens. tu vois, tu parles de préjugés. Il y a un préjugé en ce moment qui court, c'est celui sur l'aide médicale à mourir. Et nous, chez Albatros, on a pris position là-dessus. Et notre but, c'est d'accompagner sans juger et sans tenter d'influencer qui que ce soit, dire est-ce que ta décision est bonne ou ta décision n'est pas bonne? Non. C'est sa décision, on l'accepte comme telle, on est neutre, on est objectif. Alors, il s'agit tout simplement de vérifier avec le bénévole qui sera mis en contact avec la personne qui décide de mourir par aide médicale à mourir, à savoir ce que ce bénévole-là veut vraiment travailler ou accompagner cette personne-là, parce que peut-être que cette personne-là peut avoir son opinion personnelle, dire « Oh non, moi, je ne veux pas ». Alors, c'est correct. On accepte ça. Mais ça aussi, c'est une grande transformation sociale et on a été obligé de donner plusieurs formations sur la nouvelle loi sur la fin de vie qui englobe les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir et les directives médicales anticipées. Alors, juste ça, déjà, c'est de la transformation sociale, de dire, voici ce que c'est. Puis faites-vous une idée sur ce que vous voulez. Puis ces formations-là, vous les avez données à vos bénévoles ou à d'autres réseaux? Oui, bien en fait, si on retourne un petit peu en arrière, ça a été développé par la Fédération du mouvement Albatros, parce que là, on s'est dit, oups, ça arrive dans la société, là, cette nouvelle... Qui était une grande transformation sociale. Une grande transformation sociale, l'accès à l'aide médicale à mourir, à choisir quand on peut dire, OK, ben moi, j'en ai assez, je veux quitter ce monde-là. Donc, il a fallu se questionner sur, OK, nous, avec cette nouvelle information-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins informer les gens? Fait que c'était certain qu'un organisme comme le nôtre ne pouvait pas prendre position. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? C'est pas ça le but. Le but, c'était de dire, OK, on va aider les gens à comprendre qu'est-ce que c'est. Les décisions qui se prendront après ne sont pas de notre ressort, mais on va quand même accompagner les gens en toutes circonstances. Et c'est étonnant comment à chaque fois on l'a donné encore... cette semaine, et les inscriptions sont, ma foi, dépassent toujours nos attentes parce que les gens veulent savoir, veulent connaître comment ça marche, parce que c'est comme un fantôme, tu sais, tout le monde en parle, puis ça fait peur un peu aux gens. Fait que les gens veulent savoir, veulent connaître, puis cette formation-là est vraiment pertinente là, à tous les niveaux. Puis c'est dans la pratique, c'est dans tout, là. Ça explique comment ça se passe, c'est quoi la loi, c'est vraiment... oui. Vous parlez tout à l'heure qu'il y avait une demande accrue de vos services. Oui. Est-ce qu'il y a eu des éléments ou des choses particulières qui ont amené ça, ou c'est simplement parce que, entre autres, vous vous êtes structuré, faites plus connaître davantage? Oui. On s'est fait connaître davantage. Puis d'ailleurs, ce que Marie disait tantôt, c'est qu'avec la permanence, ça nous a permis justement l'année passée de faire une planification stratégique et tout ça, et de se rendre compte qu'on voulait être connu davantage. Donc, on a embauché une nouvelle personne aux communications, puis on voit depuis 6 mois, un petit peu plus de 6 mois qu'elle est là, on voit déjà une différence. Les gens disent « Ah oui, je vous ai vu là ». Tu sais, vraiment, on est plus partout, on a plus de visibilité partout, et ça fait une grosse différence, là, je pense, dans les demandes de services aussi. Parce que, bon, c'est beau parler des fois on a plus de demandes de services. Il faut quand même souligner, moi, ça m'a impressionné à votre Assemblée générale annuelle que juste l'année dernière, c'était plus de 14 000 heures d'accompagnement qui ont été faites par les bénévoles d'Albatros. Mais c'est sûr que ça inclut également les heures faites à la Maison Marie-Pagé. On sait on remplit à la Maison Marie-Pagé environ 130 plages horaires mensuellement. Quand je dis 130, ça ne veut pas dire 130 bénévoles, mais le même bénévole peut y aller 4 fois. Mais c'est 130 plages horaires. Alors, c'est spécial
d'avoir des chiffres comme ça, parce que la Maison Marie-Pagé vient monter, évidemment, ces chiffres-là, parce que c'est 12 mois par année, 7 jours par semaine. Mais sinon, on a augmenté nos chiffres, nos accompagnements à domicile. On a créé maintenant des nouveaux accompagnements en CHSLD. Alors, puis on crée aussi des heures d'accompagnement au deuil. Alors, finalement, ça augmente nos accompagnements au total. Oui, parce que c'est ce qu'on souhaite. Un deuil aussi qui peut être mal vécu ou mal et ça fait tellement, c'est tellement la suite logique. On suit une famille, disons, à domicile. Et quand je dis la famille, ben des fois, on rencontre les enfants, des fois, c'est le conjoint ou la conjointe. Et là, c'est pas parce que la personne qui décède qu'on devrait laisser tomber le conjoint ou la conjointe comme une patate chaude. C'est comme, ben non, on va la soutenir. Et puis, on continue notre accompagnement, si ce n'est que par téléphone, ou aller la rencontrer et des fois la diriger. Moi, j'ai déjà reçu un appel d'un monsieur qui avait perdu son épouse et il était complètement désemparé. Alors, j'allais le rencontrer. J'ai passé 1 heure ou 2 avec lui. J'ai fait des téléphones pour lui. Je me suis assurée qu'il verrait son médecin parce que vraiment, il n'allait pas bien. Et puis, je l'ai mis en contact avec d'autres. C'est un petit peu ça qu'on fait pour aider la personne. À passer à travers son deuil. Puis si, après quelques mois, bien, à ce moment-là, le groupe d'endeuil vient en ligne de compte et là, ça les aide vraiment davantage. Exact. Puis on a une belle connaissance du réseau aussi. Fait qu'au moment où on se rend compte des fois qu'on n'est peut-être pas les bonnes personnes, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour aider les gens, bien, on va les référer aussi aux gens concernés. Tu sais, c'est arrivé que j'ai eu à faire des appels au CLSC pour dire, écoutez, si, mettons, c'est quelqu'un qui veut un deuil, puis qu'on est en présence de maladies mentales, ben nos animatrices sont pas outillées pour ça. Donc, on est capable de respecter nos limites puis de dire, OK, là, il faut trouver quelqu'un d'autre pour aider cette personne-là parce qu'on veut pas la laisser tomber, mais on n'est pas outillé pour l'aider. Fait que c'est de reconnaître, il faut quand même reconnaître nos limites là, en tant qu'organisme. Oui, puis on n'est pas des intervenants, on n'est pas des travailleurs sociaux, alors on n'est pas formés pour ça. On est formés à l'écoute, évidemment, l'écoute active. Mais si le deuil est un deuil traumatique, entre autres, ben des fois, on est mieux de demander à quelqu'un d'autre de soutenir cette personne-là. Mais au moins, la personne a un soutien. Pour vous, ça a l'air tout naturel de dire, ben c'était la suite logique d'accompagner au deuil, mais en même temps, ça fait partie des éléments de transformation sociale de l'action communautaire autonome où on prend la personne dans sa globalité, puis on aurait pu, tu sais, vous auriez pu juste prendre la personne qui vit sa fin de vie, puis arrêter là, justement. Mais la suite logique, c'est aussi de voir dans la globalité qu'est-ce qui va impacter ou à qui ça va avoir un effet sur les gens de l'entourage. Puis dans le fond, ben, vous avez amené une transformation sociale par cette réflexion-là aussi. Puis de dire, ben, à travers tout ça, ben, il y a peut-être d'autres réseaux aussi qu'on peut activer pour arriver à faire ce travail-là, dont notamment, comme vous disiez, les autres partenaires qui complètent, dans le fond, vos services. Puis, Caroline, une chose qui est essentiel à l'essor ou au progrès d'un organisme, c'est d'être capable de réaliser, bon, OK, j'ai fait mes 3 mandats, c'est beau, je laisse ma place à la relève parce que c'est des nouveaux yeux, c'est des nouvelles idées qui arrivent en place. Alors, c'est vraiment important, mais je veux pas que les employés quittent, par exemple. mais surtout au CA, c'est important. On fait on va selon nos règlements généraux, puis il faut les respecter, nos règlements. Ils sont là pour une raison vraiment importante. Faisons place à la relève, des nouvelles idées. En terminant, on a un peu soulevé la question des prochains défis de réseautage ou de travailler avec d'autres réseaux. On a parlé de l'hôpital. Oui. C'est venu d'où? En fait, on l'a un peu soulevé, mais qu'est-ce qui vous motive à pousser cette démarche-là? Bien, en fait, il y a déjà eu des bénévoles à Albatros à l'hôpital par le passé, dans le temps où les lits de la Maison Marie-Pagé étaient à l'hôpital. Puis quand la maison a ouvert, c'est comme si, naturellement, ça s'est déplacé dans la maison, puis c'est correct aussi. Fait que les bénévoles Albatros ont quitté l'hôpital pour une raison un peu obscure, là, que je pourrais pas vous expliquer. Mais là, en jasant, puis tout ça, à un moment donné, tu sais, on se disait, mais
à l'hôpital, il y a quand même 2 ou 3 lits, en tout cas, je ne veux pas Oui, il y a 2 de chambres, soins je pense. palliatifs. Fait qu'on se disait, ben il faudrait quand même être là. Mais c'est quand même une grosse structure, le CIUS, fait qu'il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Et- Alors, on est là Et présentement. puis, le prochain item qu'on voudrait faire, c'est aller encore plus en profondeur dans les RPA pour aller parler de la nouvelle loi, justement, et essayer de briser ce fichu tabou qui est la mort. Oui. Les gens ne veulent pas en parler comme si c'était pour attirer la mort. Mais non. Hein, la mort fait partie intégrante du cycle de la vie. On est, on vit, on paye des impôts et on meurt. alors c'est ça. Il faut l'accepter. Puis en l'acceptant, mais à ce moment-là, ça devient tellement plus facile aussi pour en termes d'héritage, pour la succession, les gens qui restent. Alors c'est important pour nous d'aller jusque-là. Oui, cet héritage humain est important de le faire puis de le penser, de le vivre le plus sereinement possible, malgré les difficultés. Oui, puis on sait que l'absence va être là, puis ça va faire mal, on va s'ennuyer, mais c'est ça. C'est un autre beau projet de transformation sociale que d'aller voir les gens dans leur milieu, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Fait que d'aller les voir et les informer dans leur milieu, c'est un gros projet. Là, vous allez voir passer ça, là, ça s'en vient. Mais on est très excités. Puis on pense que ça va faire une belle, grande différence dans la vie de nos aînés. Mesdames, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à toi. Merci à toi, Caroline, pour la belle invitation. Fait très plaisir. appréciée.